Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dans le cadre du projet Senior Active. Nous avons le plaisir, dans le contexte de Senior Active, de tenir un certain nombre de webinaires tout au long de cette année dans le domaine du bien vieillir dans la grande région, Belgique, France, Luxembourg et Allemagne. Dans ce contexte, vous avez l'opportunité d'avoir une traduction automatique avec des traducteurs que je salue au passage, français-allemand. Il vous suffit de cliquer sur la petite icône avec la Terre, la map monde que vous trouvez en bas de votre écran quand vous bougez votre menu contextuel et vous pouvez choisir la langue de traduction. L'importance du bien vieillir dans notre société est véritablement un point d'attention et nous avons décidé, dans le cadre de Senior Active, de nous intéresser à la problématique du numérique de manière transversale, donc la manière dont le numérique impacte le bien vieillir sous tous ses angles. Aujourd'hui, nous avons décidé de regarder cette problématique sous l'angle de l'innovation. Ce n'est pas nécessairement le secteur d'activité dans lequel on imagine qu'il y ait le plus d'innovation, et pourtant, en préparant cette série de webinaires, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'innovations et de projets extrêmement novateurs qui apportent un autre regard et une autre perspective sur le bien vieillir. Nous avons donc décidé de nous positionner sur une approche de l'innovation qui est comment bien innover, quelles sont les méthodologies qu'on peut mobiliser et de quelle manière nous pouvons maîtriser cette innovation. Nous aurons aujourd'hui le plaisir d'entendre 3 conférenciers et je vais me permettre d'introduire le premier, qui est Monsieur Robert Picard, ingénieur général des mines, docteur en sciences de gestion. Monsieur Picard a été pendant 15 ans référent santé au Conseil général de l'économie, au ministère de l'économie, après un long parcours dans l'industrie privée, dont 5 ans comme dirigeant de PME. Il est auteur de plusieurs rapports du CGE dans le domaine de la santé numérique, de mobilisation globale dans le cadre de la stratégie d'accélération de la France numérique en 2021. Cofondateur et président du forum LLSA des Living Lab en santé et autonomie, il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur le thème Co-Design in Living Lab for Healthcare Independent Living, Concept, Method and Tools en 2017, Connected Healthcare for Citizens en 2017. Et votre micro est désactivé, M. Picard. Voilà. Merci de cette introduction. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais vous parler, en effet, d'une méthodologie qui est utilisée pour accompagner et suivre les projets d'innovation des technologies en santé et en particulier pour le bien vieillir. Je vais mettre ma présentation en ligne. Voici. Je vais essayer de la cadrer au mieux. Voilà. Alors, le titre, c'est les CML santé. Je dois tout de suite décoder CML. CML signifie Concept Maturity Level, niveau de maturité, car la méthodologie qui est présentée, que je vais présenter, a comme intérêt principal d'évaluer, de mesurer l'avancement d'un projet, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et ce qui présente de nombreux avantages en termes de conduite de l'innovation. Alors, pourquoi une méthodologie de mesure de maturité? C'est parce que, d'une part, apprécier la maturité est quelque chose de difficile, de très peu codifié, si bien que quand des financeurs ou des responsables, des décideurs en matière d'innovation se voient présenter un projet, il leur est parfois difficile de comprendre ce qui a été fait et surtout ce qui reste à faire et la chance, la probabilité que le projet arrive à son terme. La deuxième chose qui est intéressante, pourquoi une méthode de maturité, c'est que ce qui doit mûrir relève de plusieurs dimensions. On connaît la question de la maturité des technologies. Une méthodologie de repérage de maturité est aujourd'hui bien connue
est bien diffusé, qui s'appelle TRL, Technological Readiness Level, mais finalement, la compétence technologique est loin d'être la seule compétence utile dans les projets. Et puis, un autre point intéressant que j'ai évoqué déjà, c'est qu'il est intéressant, connaissant la maturité d'un projet, bien sûr de comprendre ce qui a été fait, mais c'est tout aussi important de comprendre ce qui reste à faire, ce que ça va coûter et les expertises à mobiliser pour cela. Alors, la méthodologie concept maturité level a été inventée dans le secteur spatial aux États-Unis et a fait l'objet de transpositions en Europe, notamment en France, mais également aux Pays-Bas. Mais il n'existait pas fondamentalement d'appréciation de maturité dans le champ de la santé. Donc, il a fallu, sur les mêmes principes, travailler sur une mesure de maturité dans la santé spécifique à la santé. Alors, pourquoi cette spécificité ? Eh bien, il y a des exigences réglementaires particulières, comme on le sait, puisqu'il s'agit bien entendu de veiller à la protection des personnes, hein, à ce que les technologies développées ne fassent pas courir de risques. Enfin, donc, la réglementation en santé est tout à fait importante. Une autre chose est que parmi les produits de santé, les dispositifs médicaux font l'objet de réglementations, d'exigences particulières. Et puis, enfin et surtout, j'allais dire, la place du patient, la place de l'aidant, la place des soignants fait que la compréhension, l'étude, l'analyse de la maturité du besoin occupe une place toute particulière, bien plus importante que celle que l'on trouve dans d'autres secteurs. Alors, il y a dans l'innovation en santé un grand nombre de parties prenantes qui sont intéressées. Vous avez bien entendu les patients, les soignants, mais aussi les organisations, l'hôpital, toutes les instances qui sont susceptibles de donner des autorisations, de mesurer des résultats, et puis bien entendu l'industriel qui fabrique. Donc, ces parties prenantes ont tous besoin de comprendre ce qui se passe et de connaître le risque qu'ils prennent, par exemple en soutenant de projets ou ont besoin de s'exprimer par rapport à une technologie émergente. Le projet donc de développement de cette méthode, qui fait l'objet déjà de quelques expérimentations, vous est présentée ici. Alors, elle est portée actuellement par des acteurs français, mais parmi les territoires qui sont en train de l'adopter, le développer, vous en avez un dans l'est de la France, hein, qui fait partie d'un consortium de pôles d'innovation et de compétitivité qui inclut les pays frontaliers. Donc, nous pensons, et des études européennes ont été faites sur l'existence de ce problème de mesure de maturité de diffusion. Une étude menée par l'Institut européen EIT Health a montré que ce problème était largement partagé en Europe, d'où l'intérêt de le partager avec vous aujourd'hui. Alors, rentrons maintenant dans le contenu de cette méthode. Elle décrit donc la maturité non pas seulement sous le plan technique, ce qui est représenté par le nuage gris là à gauche de cette fleur, mais, et c'est cela qui est nouveau, elle s'intéresse également à la maturation du besoin. Est-ce que les utilisateurs, que ce soit des patients, donc des personnes âgées, ou des professionnels, ou des gens qui les accompagnent, sont prêts à utiliser la technologie qui est en cours de développement? Donc, quelles sont les actions qu'il faut mener pour qu'on puisse vérifier la valeur pour ces personnes des nouveaux produits et des nouveaux services?
est-ce que les tests ont été menés à bien? Quels résultats ont-ils donné? Comment les a-t-on intégrés dans le produit? Voilà tout un tas d'activités et d'évaluations qui sont faites dans le domaine du besoin et qu'on appellera ici la maturation du besoin. Et puis, vous avez un dernier champ qui est en vert, qu'on a appelé programmatique, et qui renvoie à toutes les questions classiques de conduite de projet, mais aussi de gestion des multiples compétences et aussi des exigences réglementaires, car le respect d'exigences réglementaires peut apporter des contraintes très fortes en matière de coût de développement du produit ou en matière de délai, hein, le temps que ces exigences soient satisfaites. Alors, la méthodologie maintenant se présente, je vais commenter ce petit schéma. Le projet est analogue à une plante qui pousse, hein, c'est l'idée de la photo qui est en haut. Les niveaux de maturité sont au nombre de 9 et ce qui est vu, c'est que suivant le niveau où se trouve le projet, ce dont il a besoin pour grandir et se développer est de différentes natures. Donc, les structures d'accompagnement des projets peuvent, grâce au repérage de la maturité d'un projet, lui apporter ce dont il a besoin en termes d'expertise, de compétences ou de conseils. Alors, les schémas de couleurs que vous voyez en dessous, hein, les triangles qui sont ici, représentent le travail de prospection, de recherche, hein, dans les triangles qui s'ouvrent comme ceci, et puis inversement, des problématiques de choix qui se trouvent dans les triangles ici qui se ferment. Dans un premier temps, ici, et l'intérêt de la méthodologie CML, c'est de tracer, c'est d'expliquer ces recherches qui sont ici, consistent à savoir à quel problème on va s'adresser. Quel est le sujet, quelle est la question de santé publique, de vieillissement, etc., auquel on va s'adresser. On ne peut pas traiter tout à la fois. Et l'étape 2 conduit donc à dire, ça se focaliser sur un sujet particulier qui peut être un problème d'accessibilité, d'autonomie, de soins, de loisirs, etc. Une fois qu'on a choisi le problème auquel on s'adresse, il s'agit d'explorer la diversité des solutions possibles et de ne pas seulement prendre la première qui nous tombe sous la main. Et ayant examiné la diversité des solutions, on opère des choix et on définit un cahier des charges détaillé à partir duquel, hein, c'est l'objet de ce triangle avec des flèches, et de façon répétitive, hein, on développe le projet, on le teste, on le reprend, on continue, et une fois qu'on a bien défini et arrêté, vérifié la viabilité de la solution, eh bien, on l'industrialise et c'est l'objet du dernier triangle qui est ici. Donc, quand on a un projet en face de soi, un porteur de projet, il est très important, intéressant de savoir où on se situe. Et ceci permet donc à la fois de mesurer le risque de porter ce projet, hein, quelle est sa chance d'aboutir, d'identifier ce qui reste à faire et, le cas échéant, de proposer un soutien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, le temps ne le permettrait pas, puis ça serait un petit peu fastidieux. Donc, vous avez pour l'ensemble dans la méthodologie CML, pour l'ensemble des niveaux qui sont ici, d'une part, une description accessible par tout le monde de ce que contient cette étape, ce niveau, hein, ce qu'il cherche à faire, et puis indiqué ici sous le cercle coloré, le résultat, ce qu'on doit avoir obtenu quand on est arrivé au bout de cette étape. Alors, de façon plus fine ensuite, encore une fois, je ne vais pas le lire, hein, mais vous avez donc pour chacun des grands domaines qui sont ici, B, T, P. B, c'est donc le besoin, c'est l'usage. T, ce sont les technologies, ce qui est classiquement traité dans la méthodologie TRL. Et P, c'est la programmatique. Donc, pour chacun des niveaux, ici par exemple les niveaux 1 et 2, vous avez une série de questions qu'il est judicieux de se poser quand on en est à cette étape. Et poser ces questions, s'il y a des réponses, ça veut dire qu'effectivement le niveau est atteint.
Et si les questions restent ouvertes, eh bien, il s'agira, dans un travail d'accompagnement, de faire en sorte qu'ils soient atteints. Donc, je ne vais pas reprendre tout ça. Je donne juste une illustration sur un projet réel. Voilà le type de questions posées dans le domaine technologie. Il s'agit d'un projet dans lequel des capteurs que vous trouvez sur votre gauche sont installés au domicile des personnes et dans lequel des données sont ensuite stockées et gérées. Eh bien, suivant la présence ou l'absence, suivant les tests qui ont été réalisés sur ces produits, suivant que les données ont été collectées et disponibles, eh bien, on dira qu'au sens des technologies, le projet est plus ou moins mûr. Alors, vous avez la même chose dans le domaine des besoins. Ici, il s'agit de faire des consultations à distance, et bien de vérifier qu'effectivement, par rapport aux pratiques professionnelles en vigueur, eh bien, les perturbations introduites par la solution sont adoptées par les professionnels. Et puis, vous avez le domaine programmatique dans lequel est inclus la prise en compte de l'équilibre économique de la solution. Et bien là, vous avez la rémunération, vous avez des économies qui sont constatées parce que grâce à l'intervention à distance, on supprime du transport, on supprime des jours d'hospitalisation. Et dans le cadre du projet, il faut s'assurer qu'en effet, les économies obtenues ici permettent la rémunération de nouveaux acteurs introduits dans le projet. Bon, voilà, cette étude prospective et puis cette qualification du modèle économique fait partie du domaine programmatique évoqué tout à l'heure, voilà, de façon concrète. J'ai un problème pour passer à la planche suivante. Pardon, alors. Voilà. Donc, dans le projet en question, grâce aux questions-réponses qui auront été posées, on est capable de dire que ce projet, en l'occurrence, il est au niveau de maturité 7 et que potentiellement, si des développements suivants sont faits, eh bien, il faudra reprendre les questions de développement au niveau précédent. Bon, je ne rentre pas dans le détail car je suis déjà au bout de mon temps. Alors, il y a des outils informatiques pour documenter tout cela et notamment, ces outils peuvent être utilisés par des porteurs de projets qui peuvent repérer les soutiens méthodologiques dont ils ont besoin et ils peuvent être rentrés. Alors ici, on a pris l'exemple de la plateforme de référence de gestion des données de santé française qui s'appelle le FData Hub et qui est capable d'accompagner les projets en matière de gestion des données. Eh bien, ce prestataire peut documenter sa prestation à l'intérieur de la plateforme. Donc, voilà, vous avez ici un petit diagramme sur l'utilisation de la plateforme. Donc, le prestataire définit ses compétences et le niveau de maturité auquel il peut intervenir, c'est le schéma 1. Le schéma 2, c'est le porteur de projet qui va chercher en fonction du niveau où il se trouve les compétences dont il a besoin. Et le niveau 3, c'est la conversion de tout ça, c'est des propositions d'accompagnement. Alors, je passe rapidement parce que j'ai dépassé mon temps. La plateforme qui porte la méthodologie permet aussi, dans cette séquence de schémas de carrés verts qui sont présentés ici, de créer son projet dans la plateforme, donc de s'inscrire, de décrire le projet, derrière de qualifier le projet en répondant à un certain nombre en introduisant un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre la nature du projet. Le porteur de projet peut, en répondant à des questions du type de celles que je vous ai introduites, voir où il en est et identifier son besoin d'accompagnement. Ensuite, eh bien, ce questionnaire voilà, permet de s'évaluer, de se positionner sur le niveau dans lequel il se trouve
Et la structure d'accompagnement peut, avec des questions plus précises et dans l'interaction avec le porteur de projet, comprendre et proposer effectivement des aides à cette évaluation. Voilà, j'ai terminé et je m'excuse d'avoir un peu dépassé mon temps. Et merci de votre attention. Merci, Monsieur Picard, c'est très intéressant et nous aurons certainement l'occasion de remonter des questions qui me sont parvenues et des questions que je me pose moi-même. Je vais donc revenir à notre premier intervenant de manière à repartir par la partie introductive qui était originellement centrée sur les Living Labs. Avant de lui passer la parole, je voudrais introduire Monsieur Abraham, qui est donc président du forum LLSSA, membre fondateur de ce forum et qu'il préside donc depuis 2021. Monsieur Abraham est titulaire d'un doctorat de génie biologique et médical de l'Institut Polytechnique de Lorraine et spécialisé dans l'imagerie médicale, numérique et médicale. Il est directeur de développement économique et du soutien à l'innovation de l'école d'ingénieurs IMT Grand Est, expert en technologie tant dans le domaine académique qu'industriel, où il dirige des projets de recherche collaboratifs européens. Il est également cofondateur du Living Lab Prométhée, dont il nous parlera certainement, et directeur opérationnel d'Innovotonomie. Il a participé aux réflexions qui ont conduit à la création du FLSA et participe aux initiatives depuis sa création. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le projet Senior Active qui est l'organisateur de nos webinaires. Monsieur Abraham, je vous passe la parole. Eh bien, merci, merci pour cette introduction. Est-ce que vous avez reçu ma présentation ou est-ce que je retente de la partager? Julien, tu peux passer la présentation? Oui, je vais partager mon écran. Ah, c'est là, c'est le problème. Voilà. Super. Oui, je pense qu'il y a deux Julien, en fait. Désolé. Oui, il y a deux Julien, mais le Julien qui me sauve la mise régulièrement s'est exprimé, il l'a fait une fois de plus. Merci, Julien. Donc, je vais revenir, effectivement, c'est un caractère un peu introductif. On va revenir dans un petit historique. Et si tu veux bien avancer, Julien. Donc, je vais essayer de vous expliquer l'approche Living Lab et sa philosophie. Alors, pourquoi déjà une telle démarche? D'abord parce qu'il y a un enjeu sociétal très fort. Le numérique et les technologies numériques sont identifiées comme un certain nombre de leviers de transformation pour un système de santé qui rencontre des difficultés eu égard au vieillissement de la population. Il est clair que, vous allez voir, je vais revenir à la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a donc eu un pic de naissance au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui se traduit aujourd'hui par une démographie relativement importante, joliment appelée papy boom actuellement, de personnes âgées. Elle se traduit aussi par des soucis de démographie, voire de manière localisée de pénurie de ressources médicales. Et enfin, fait face à des augmentations de dépenses de santé. Et donc, certains voient dans le numérique des solutions à ces aspects-là. Si on continue, le secteur économique est en vraie effervescence. Sur le principe, ça serait un secteur tout à fait porteur. Ça finit par le devenir, mais on peut constater que c'est un secteur économique qui est en pleine anarchie. Et Robert Picard, qui m'a précédé, est un gros acteur pour essayer d'apporter des solutions à ça. C'est un vrai besoin. Et si on regarde, l'innovation a suivi des modèles tantôt linéaires historiquement dans cette je veux dire, première partie du siècle dernier. Le changement de modèle d'innovation est devenu beaucoup plus ouvert sur un modèle dit d'open innovation, le modèle de Berkeley, mais finalement, on s'aperçoit que malheureusement, on ne peut que constater le dépôt de bilan des entreprises qui investissent dans ce secteur-là, qui sont trop nombreux sur les 10 dernières années. Et au bilan, malgré les efforts de ces entreprises, les professionnels comme les usagers sont toujours en attente de ces dispositifs et de ces services numériques innovants. Donc, si on avance un tout petit peu, toujours sur une théorisation de la chose, Julien, si tu veux bien, finalement,
on peut constater que derrière la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe était vraiment en situation difficile et l'industrie avait à faire face à la lourde charge de produire les produits qui étaient nécessaires à la population. On a appelé ça le market pool, c'est-à-dire que c'est le marché qui a appelé de ses voeux l'arrivée sur le marché d'un certain nombre de produits. Et puis après, ce modèle s'est essoufflé. On a eu dans un deuxième temps une production qui s'est mise à excéder les attentes. Et donc, sont nés la réclame, pour reprendre les premiers mots, qui s'appelle aujourd'hui publicité, pour quelque part créer des nouveaux besoins. On est rentré dans un schéma qu'on a appelé techno-push. C'est une appellation très marketing. C'est donc la technologie qui s'imposait et qui essayait de s'imposer. Et puis, de manière un peu plus raisonnée, la démarche actuelle est une démarche qui prend le relais et qui est centrée sur les utilisateurs. On appelle ça user-centric design. Elle vise à la conception conjointe avec les utilisateurs, de manière à ce que ceux-ci se trouvent en situation de meilleure appropriation des outils, des produits, des services. Cette démarche, d'un point de vue marketing, est souvent appelée aussi bottom-up. Et donc, finalement, les Living Labs, si c'est une approche très marketing que je vous ai présentée, les Living Labs, ça devient en fait un espace favorable et neutre de co-design partagé entre les utilisateurs, c'est le premier point d'entrée, et tous ceux qui vont concevoir des dispositifs, des services, des produits, des chercheurs, donc des entrepreneurs, des collectivités, des financeurs et tous les gens qui interviennent dans cet écosystème. Donc, si on continue à avancer, finalement, il faut se baser quand même sur des méthodologies et des protocoles. L'approche que je vous ai présentée est assez en altitude, mais le modèle d'innovation centré sur l'utilisateur, c'est un modèle d'organisation et de support de processus d'innovation qui s'articule sur deux principes. Le premier, c'est l'implication de la population d'utilisateurs réels, des vrais utilisateurs, des vrais gens, dans des situations réelles, durant des phases de conception ou de test, donc les deux extrémités, la co-conception et le test de validation de produits ou de services innovants. Le deuxième aspect, c'est l'intégration de méthodologies, de compétences adaptées à l'observation et à l'analyse des usages, de manière à développer et adapter ces produits et ces services. Donc là, on voit apparaître une compétence qui est une compétence de type sciences humaines et sociales, qui est nécessaire pour toute la partie méthodologique, aux côtés de compétences très techniques qui sont incontournables également. Donc on se retrouve sur les modèles que je ne peux montrer pas trop parce que je vois que le temps passe très vite, à droite. Et donc, pourquoi toute cette complexité? Parce qu'on pourrait dire que c'est un peu complexe, c'est parce que l'écosystème lui-même est complexe. Il est composé de profils d'utilisateurs très différents, qui ont des préoccupations différentes, des contraintes, que ce soit les professionnels de santé ou les patients, voire les aidants, ces trois populations qui ont toutes les trois des attentes, mais qui sont relativement différentes et il faut les satisfaire tout ensemble. Et c'est cette complexité qui nous oblige à autant de rigueur. Les problèmes de santé passent par ce qu'on appelle l'acceptation sociale, au-delà même de la faisabilité technique. Et là, je rejoins tout à fait le CML qui a été présenté avant. La faisabilité technique n'est pas un gage de réussite à lui seul. Et derrière, le but du jeu, c'est d'initier des nouvelles collaborations, des nouvelles perspectives sur des questions spécifiques et localisées. Donc, si on continue à avancer, parce qu'on est encore un peu trop conceptuel, j'en viens à la définition très officielle que le Forum des Living Labs a posée sur ce qu'est un Living Lab. Un Living Lab, c'est quoi? C'est un dispositif de concertation. De concertation avec qui? Avec tous les acteurs de la filière, mais aussi et avant tout avec les usagers finaux, que ce soit les citoyens eux-mêmes ou les professionnels qui sont souvent utilisateurs également, parce que finalement, si on regarde un dispositif d'aide ou de bienveillance à distance, il y a celui pour lequel on est bienveillant, c'est souvent le citoyen, et il y a celui, j'allais dire, pour lequel une bienveillance s'organise, et c'est souvent des professionnels, ou c'est les aidants, l'entourage de l'utilisateur, du citoyen. Donc, il faut bien prendre en compte l'usager avec son entourage. Et après, ça sert à quoi? Ça sert à imaginer, à proposer, à évaluer des solutions innovantes, aussi bien sur le plan technologique, organisationnel, sur le plan des services, voire des communautés aujourd'hui qui se dessinent de plus en plus. Si on avance ça encore un petit peu, Julien, j'ai pour habitude de résumer ça par un petit schéma tel que celui-là. Finalement, un Living Lab, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, dans lequel vivent les usagers finaux et leur entourage. Il faut que ce soit chez eux, sur leur terrain. Hors de question de commencer à les déplacer pour leur demander en grande
naïveté, comment ils vivent le déplacement, ça risque d'introduire des biais. Donc on va dans leur lieu de vie, et puis on y emmène nos chercheurs, nos industriels, nos PME, nos startups, les financeurs, les institutionnels. L'objectif de tout cela, c'est d'être à l'écoute les uns des autres pour créer une confiance. C'est extrêmement important. La confiance va nous permettre d'accéder à des expressions de besoin de la part des utilisateurs. C'est le point de départ. Il faut arriver à intégrer l'expression de besoin. Maintenant, les utilisateurs ne vous envoient pas le matin comme ça au petit déjeuner leurs soucis à la figure. Il y a des notions de psychologie humaine, il y a pas mal de freins qui font qu'ils ne vous déballent pas leurs problèmes comme ça sur la table. Et donc, quelque part, il va falloir aller chercher des protocoles pour aller recueillir non seulement les expressions de besoin, mais les expressions de demande, et même les demandes qui ne sont pas formulées, mais qui restent des attentes. Ça nécessite réellement toutes les compétences qu'on trouve dans les Living Labs, les compétences de sciences humaines et sociales, de psychologie, toutes les compétences qui permettent de tisser du relationnel avec ses utilisateurs. C'est ce qui nous est nécessaire pour la phase de co-conception. Une fois la phase de co-conception faite, il faut laisser les chercheurs, aussi bien que les entrepreneurs, faire leur boulot tranquillement, arrêter de les embêter. Ils font leur boulot, ce qu'ils savent bien faire, ils vont faire leur développement et ils vont revenir avec des prototypes, avec des produits, avec des têtes de série de produits. Et il va falloir faire des tests de validation, à nouveau impliquant les utilisateurs. Donc, ça va être des tests d'usage, des tests de qualification, et à ce moment-là, on pourra faire un référencement de ces solutions-là. Donc, si on continue à avancer, les attendus de cette démarche, ils sont à 2 niveaux. Petit 1, je viens de vous le dire, de bien comprendre, de caractériser les besoins de manière à aller au-delà même du besoin, donc des attentes, des demandes. Le tout, pas seulement centré sur les individus, mais en intégrant tout son environnement de vie. Et le deuxième, c'est de connaître et de comprendre, ça c'est plutôt la partie validation, ce que fait et ce que ne fait pas un dispositif technique ou un service. Si on continue un tout petit peu, on va revenir sur ces 2 notions-là. Le premier, c'est de comprendre les besoins, les attentes et les demandes. Il faut identifier les utilisateurs d'un point de vue très marketing, mais aussi bien avec le vocable de client, de patient, de citoyen, de prescripteur, de financeur, ils sont tout à la fois. Et donc, il faut recueillir ces besoins, ces attentes et ces demandes. Ça, le Living Lab sait le faire, c'est toute la phase de co-conception. Si on va un tout petit peu plus loin encore, on va s'intéresser au deuxième aspect, le besoin d'évaluer la valeur des produits et des services en question. Alors là, c'est quelque chose d'important. Il faut comprendre, décrire avec précision ce que fait le produit, ses fonctionnalités et les services offerts, mais il faut connaître les limites de fonctionnement. C'est-à-dire que tout ne fonctionne pas tout seul comme ça sans aucun souci. Le moindre théorème que vous avez appliqué un jour à l'école depuis qu'on vous en a appris commence par domaine d'utilisation du théorème. Et si vous sortez du domaine d'utilisation, on peut tout bêtement pas utiliser le théorème. Et donc, les outils techniques, c'est pareil, sont conçus pour fonctionner dans un certain nombre d'environnements pour lesquels ils ont été décrits, ils ont été conçus. Mais si vous les sortez de leur environnement habituel, eh bien, ils sont susceptibles de rentrer en dysfonctionnement. Et il est important d'identifier le type de dysfonctionnement et les conditions qui déclenchent le dysfonctionnement. Ça aussi, les Living Labs savent le faire, que ça soit des Living Labs ou des test-beds, ces petites finesses dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui, mais qui sont capables de valider, de qualifier et de décrire la valeur d'usage de ces dispositifs-là. Si on continue encore un tout petit peu, l'objectif, j'allais dire, complet, avant de franchir l'étape de CML qui a été décrite juste avant, c'est finalement un travail en 5 phases. Première phase, la co-conception. Encore une fois, en s'appuyant sur le Living Lab, c'est ce qui permet de savoir réellement quels étaient les besoins et les attentes auxquels on voulait répondre. Après, on laisse les développements se faire. Le Living Lab revient en jeu pour l'analyse technique des fonctionnalités des services proposés, disponibles et non disponibles, et l'identification des risques auxquels finalement l'utilisateur n'était pas exposé avant d'utiliser ce genre d'outil. Certains suffisent de déclaratifs, c'est-à-dire qu'on demande aux équipementiers qui nous disent où ils en sont. L'HAS a fourni comme ça un questionnaire de 100 questions à se poser. Sur la base du déclaratif, le concepteur est capable de répondre. D'autres sont capables de mobiliser
des compétences pour mener à bien cette analyse système de bout en bout. Il ne faut jamais oublier le bout en bout, parce si on maîtrise une partie d'une chaîne technique, et bien malheureusement, les cours de fiabilité vous expliquent gentiment, c'est très trivial et ça fait très très mal, mais qu'une chaîne technique a la solidité de son maillon le plus faible. Et donc, il est important d'en avoir une maîtrise de bout en bout et de rien négliger sur la chaîne. Certains prennent contact avec les équipementiers pour clarifier un certain nombre de points de vue, pour confronter des choses qui sont écrites et qui ne seraient pas tout à fait fondées. Et enfin, on essaye de travailler sur la localisation des risques, par exemple l'autonomie électrique, les failles informatiques, où passe la donnée, des choses de ce genre-là. Une fois qu'on a fait cette analyse qui est assez complète, on va faire des tests techniques, c'est la troisième phase. Ces deux parties-là ne sont pas nécessairement inclus dans les Living Labs, bien que certains Living Labs le font très bien. Et ils vont mettre le matériel dans les mains des patients, dans des conditions réelles, des vrais patients encore une fois. Et on va s'autoriser à faire des déploiements sur des grands nombres, ce qu'on appelle le passage à l'échelle, pour essayer de tester la notion de sécurité, la notion de résilience des services. Éventuellement, certains vont jusqu'à aller faire des tests de hacking pour voir la solidité vis-à-vis du test de cybersécurité. Après, on a le test clinique qui est incontournable, qui n'est pas nécessairement fourni non plus dans les Living Labs. Certains Living Labs le font, mais ce n'est pas le propre de tous les Living Labs, qui vient vérifier le bénéfice du produit ou du service sur un plan médical. Et en dernier lieu, il y a le test d'usage, qui vient souligner les bénéfices en termes de services rendus, de valeur d'usage. Et il y a à peu près tout dans ce bas monde. Certains testent ça sur leurs grands-parents, et c'est un peu de trivialité que je dis ça, mais ils ont une fâcheuse tendance à généraliser ce qui se passe chez leurs grands-parents à toute la population. D'autres vont engager des patients testeurs, ce qui est déjà un cran plus loin, et d'autres établissent des preuves scientifiques publiables. Il suffit d'avoir les spécialistes en sciences humaines et sociales, de respecter les protocoles, les panels, les cohortes, d'utiliser des patients en situation réelle, des vrais patients, des vraies situations réelles, de le faire sur une durée suffisante. Eh bien, ça donne une certaine force aux conclusions, qui sont généralement pluridisciplinaires. Et avec cette force-là, on s'autorise du coup à identifier les usages, à identifier l'impact pour les patients, mais également les impacts favorables pour les aidants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, les impacts sur les organisations, sur la prise en charge, et ça autorise des mots forts comme l'aide à l'autonomie, à la télémédecine, la prise en charge en mode ambulatoire des opérations. Je continue à avancer, mais n'hésitez pas à me dire où on en est au niveau timing. Je ne suis pas sûr d'avoir regardé la montre comme il se doit. Donc, on va enchaîner des étapes successives qui vont partir du recueil des besoins, des attentes de la demande auprès des utilisateurs. On va identifier les dispositifs potentiels. C'est un gros travail de veille qui s'effectue. On va identifier les cas d'usage sur lesquels on reviendra parce que c'est dans ces cas d'usage-là qu'on va valider avec des vrais utilisateurs. On va faire cette étude de faisabilité sur les solutions techniques. On va se focaliser une attention particulière à tout ce qui va être ergonomie de l'interface homme-machine. On va regarder comment on s'interface avec ces équipements, ceux qui vont être retenus. Et puis, on met en place une commission éthique. Il est extrêmement important que tout ce qui est éthique, tout ce qui est protection des personnes soit bien pris en charge et tout ce qui va être coloré en vert se fait sous validation de la commission éthique. Et on va élaborer les protocoles de test ainsi. On va identifier les panels d'utilisateurs qu'on va mettre en œuvre. On va collecter toutes les informations sur les utilisateurs. On va mener des entretiens avec eux, des entretiens de type questionnaire, entretien dirigé, pour faire une évaluation. On va bien entendu recueillir leur consentement éclairé. Et à ce moment-là, on va pouvoir attaquer la validation technique, l'exploitation des résultats, engager les tests d'usage, le temps nécessaire pour rencontrer toutes les situations de vie. Puis après, on récupérera les résultats, on les exploitera et on pourra ainsi caractériser et qualifier les usages. On continue encore. Je pense que j'ai déjà été très long sur les méthodologies. On va passer, si tu veux bien, Julien. Voilà quelques images de comment étaient faites, par exemple, les validations techniques. Donc là,
je ne rentrerai pas, les dispositifs vous sont présentés à droite, et on avait conçu des habits dans lesquels les dispositifs se rangeaient, histoire que l'utilisateur n'ait pas trop conscience de la lourdeur technologique. Et donc, le hasard voulait que le médecin-chef qui encadrait l'établissement dans lequel on expérimentait était âgé aussi, et donc qui pouvait très bien naturellement rentrer dans la cohorte de patients. Et donc, on lui a confié le matériel dans les mains à des fins de validation du test même. Et vous le voyez en situation, il nous a autorisé à utiliser son image. C'est pour ça qu'on s'est permis de reprendre ces photos. Et donc, vous voyez, il a passé les tenues, il a le matériel dans les mains, il l'a eu dans les poches, et il a donné son avis. Et c'est seulement quand il a dit « Ok, très bien, ça me paraît bien », que du coup, la commission éthique a pu valider nos tests. On va un peu au-delà. Julien, on passe. On peut revenir 2 secondes au précédent, si tu veux bien. Voilà quelques informations qu'on a retenues à ce niveau-là. Du côté du citoyen, du patient, on nous a dit attention, dispositif technique ne signifie pas que le patient doit rester passif. C'est-à-dire que sur le principe, il y a eu des gens pour nous dire rajouter de la technique, c'est bien, mais si c'est pour que le patient se lâche complètement, se laisse aller, alors à ce moment-là, on ne pressent pas un gain au dispositif, mais au contraire une perte d'autonomie. Et après, il est nécessaire de comprendre dans quelles conditions les utilisateurs sont prêts à porter ce genre de dispositif, c'est-à-dire l'aspect psychologique. Il y a des gens qui vont vouloir les utiliser, il y a des gens qui ne vont pas avoir de pétence pour les utiliser. Ça, c'est des enseignements qu'on recueille dès le test d'usage. Du côté des aidants, ils ont tout de suite exprimé le fait qu'ils voulaient gagner du temps ou gagner du confort dans le travail, qu'il fallait que les informations qu'ils recueillent soient claires et pertinentes. Et du côté technique, on a bien identifié des collaborations avec les équipementiers et la notion d'itération pour gommer certains aspects qui auraient pu ne pas être validés lors des tests d'utilisation. Donc voilà les petits éléments qu'on recueille très très rapidement par les échanges menés par notre psychologue. Si on continue, Julien. Voilà maintenant les dispositifs avec les écrans. C'est ce qu'on a testé dans un gros projet pour lequel on a fait l'évaluation CML. Donc, on mettait en œuvre des smartphones, des tablettes et des capteurs, qui est des capteurs de paramètres physiologiques permettant de voir si les conditions de lumière, les conditions de température, les conditions d'humidité, ça c'est pour l'environnement, du baromètre pour savoir quelle météo tourne. Et puis, on avait un rythme cardiaque, une oxymétrie, une pression artérielle, une évolution du poids, d'actimétrie et de position assis, couché, debout. Donc ça c'est tous les exemples de dispositifs pour lesquels on a fait des tests en Living Lab et qu'on a conçus dans le cadre de Living Lab. Si on continue, c'est pour vous donner quelques images que ça reste assez clair. Là, c'est quelques images en bas, où on a en haut, dans les chambres d'un établissement, c'était un hôpital de jour, là, les images qu'on voit, on a disposé un certain nombre de dispositifs, on a déployé les réseaux de collecte et d'exploitation des résultats pour envoyer des services à valeur ajoutée auprès des aidants. Et en bas, on voit les lieux où les patients à l'hôtel de jour s'entraînent, font un certain nombre de gestes dans le cadre de rééducation, dans le cadre du maintien d'équilibre, d'aptitude physique. Et donc, voilà quelques images dans lesquelles on a expérimenté ces dispositifs. Là, on est dans des établissements spécialisés. En dessous, on est dans un EHPAD. On n'a pris que la photo de l'EHPAD vue de l'extérieur. On ne s'est pas autorisé à prendre des photos dedans. Mais on a aussi expérimenté, grâce à une agence d'hospitalisation à domicile, auprès de personnes âgées souhaitant préserver leur projet de vie dans leur domicile. Et donc là, c'est le fait que des professionnels vont à leur domicile qu'on a profité pour faire le test d'usage à leur domicile. Et on voit toute l'importance de la place des aidants aux côtés des utilisateurs, y compris dans l'usage des dispositifs et des services. Enfin, on va arriver à la fin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir fait toucher du doigt toute la richesse du service apporté par les Living Lab, aussi bien dans la phase de co-conception que dans la phase de validation et d'identification de la valeur d'usage. Je vous remercie.
Merci Denis pour cet exposé riche et très complet et qui s'emboîte parfaitement dans le précédent, qu'il aille dans un sens ou dans l'autre finalement. C'était parfait. Nous allons aller une étape plus loin maintenant. Nous avons vu de la méthodologie, nous allons maintenant aller vers ce passage de l'innovation vers l'usage, qui est un point critique du développement technologique. Je vais avoir le plaisir de passer dans un instant la parole à Coralie Paradis, qui est depuis 2018 en charge du projet Silver Economy au bureau économique de la province de Namur en Belgique, et qui accompagne les entreprises qui souhaitent s'orienter dans cette filière en créant ou en repositionnant un certain nombre de solutions à destination des seniors. Elle organise certains événements pour les entreprises et les acteurs du secteur afin de faciliter les échanges et les éventuelles collaborations. Et l'ensemble de ce projet sur lequel elle travaille s'intègre dans le futur parc d'activités YS. Je pense qu'elle nous en dira plus parce que ma présentation était un peu courte. Elle verra le jour à Namur en 2024. Le projet Senior Active, c'est innovation et bienveillir, comment passer de l'idéation au cas d'usage. Parfait. Coralie, je te passe la parole. Merci. Comment passer. Je parlais de l'autre parlait, mais c'était pas concrètement. C'est pour les seniors. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Voilà. OK. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Ça va? Ça fonctionne? OK. Je vais d'abord vous remercier aussi pour l'invitation lors de ce webinaire. Alors, avant toute chose, je vais peut-être situer Namur pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Donc, vous voyez qu'on se situe en Wallonie, ce qui est la partie francophone de la Belgique. Alors, je vais arrêter ça et maintenant, je vais lancer ma présentation. Donc, voilà. Donc, de l'innovation en cas d'usage à Namur. Donc, comme l'a dit Thierry, moi, je travaille au bureau économique de la province. Donc, le territoire namurois, comme il est représenté, on est capitale de la Wallonie. On a une situation assez centrale en Europe, vu la proximité de 3 aéroports quand même, qui sont Liège, Zaventem et Charleroi. Et alors, il y a environ 18 000 entreprises qui sont réparties sur le territoire. Alors, il y a de la culture, du tourisme, de la santé, et donc c'est pour cela aussi que je suis ici, mais également beaucoup d'enseignements et beaucoup d'écoles, du folklore et de nombreuses entreprises. Alors, le bureau économique de la province est une institution publique qui a différentes missions. La première, la plus connue de tous, on va dire, c'est tout ce qui est gestion des déchets. Donc, c'est le ramassage des poubelles, tout ce qui est parc à containers. Deuxième mission, c'est le développement territorial. Donc, c'est aider les communes ou les mairies à développer leur territoire. Donc, la construction d'une nouvelle piscine ou d'une nouvelle bibliothèque, l'aménagement de terrain. On a d'autres fonctions aussi comme un palais des expositions et un crématorium. Et alors enfin, ce pourquoi je travaille, c'est le développement économique. Donc on est là pour soutenir et accompagner justement des entrepreneurs, des porteurs de projets dans la création, dans le développement, dans leur innovation, dans l'internationalisation du business. Et surtout, on les accompagne aussi dans l'implantation de leur business sur le territoire de Namur. Alors justement, nous, on arrive, donc on n'est pas un living lab, mes 2 prédécesseurs ont plus eu cette optique-là. Nous, on est vraiment dans, finalement, passer à l'usage. Donc, quelque part, ou bien les porteurs de projets viennent chez nous et puis on les redirige vers un living lab, ou alors les entrepreneurs, les porteurs de projets ont déjà été vers un living lab et maintenant ils viennent chez nous pour voilà, mettre en place leur solution. Donc on peut imaginer différentes questions que l'entrepreneur ou le porteur de projet peut se poser. Donc comment faire aboutir mon projet, comment faire décoller mon business, mais également d'autres thématiques plus spécifiques comme comment réduire mon impact écologique, comment m'exporter à l'international. Donc
Initialement, on a une casquette plutôt généraliste. Quand je veux dire généraliste, c'est tout secteur confondu. Ce n'est pas seulement Silver Economy, mais par contre, au sein de ce bureau, il y a différents spécialistes avec des casquettes thématiques. Donc, il y a un spécialiste circuit court, un spécialiste Silver Eco, un spécialiste économie circulaire, internationale, etc. Alors justement, donc on est aux côtés des entreprises pour les aider à répondre à leurs problématiques, quelles qu'elles soient, et pour mettre en pratique certaines méthodes professionnelles pour justement définir leurs besoins et les accompagner par rapport à cela. Alors, on a un plan d'accompagnement qui est assez linéaire. On va effectuer un diagnostic de 360 degrés. Donc, c'est vraiment faire un tour du projet, de l'entreprise sur différents piliers. Ensuite, on va définir un plan d'accompagnement par rapport aux priorités, par rapport aux besoins recensés. Puis, on va mettre en œuvre cet accompagnement. Et enfin, il y aura une évaluation, autant de l'entreprise vis-à-vis de nous que finalement de l'évaluation sur les techniques apportées et sur les objectifs atteints ou non et identifier le pourquoi du comment. Donc, je vous parlais du diagnostic. Ce diagnostic, en fait, il reprend ces 8 piliers. Donc, on fait vraiment un tour complet de toute l'entreprise. Outre le secteur ou la thématique en particulier, voilà, on veut être au clair avec tout ce qui se passe vraiment au sein de l'entreprise. Et donc, ça concerne tous des sujets très, très transversaux et communs à toutes les entreprises, que ce soit le financement, la stratégie, la transformation numérique, les ressources humaines. Donc, on fait d'abord ce diagnostic qui prend 2 à 3 jours en fonction des projets, pour vraiment identifier et bien comprendre la structure du projet ou de l'entreprise. Ensuite, on va passer au plan d'accompagnement. Et donc, ici, les différents services qu'on peut proposer aux différentes entreprises. Alors, c'est très généraliste de nouveau ici. Maintenant, pour chacun des services, donc comme je le disais, il y a un spécialiste orienté circuit court, orienté économie circulaire et orienté Silver Eco, ce qui nous concerne un petit peu plus ici. Donc moi, je suis en charge d'accompagner tous les projets, toutes les entreprises qui souhaitent innover dans cette filière. On sait que c'est une filière qui est très transversale, hein, elle peut concerner énormément de business et d'entreprises très différentes, ce qui est une richesse, mais également une complexité par rapport au savoir de tous ces secteurs. Et donc, on a identifié plusieurs types d'innovations, mais qui sont disponibles aussi pour différentes thématiques. Donc, tout ce qui est, mais pour la thématique, pardon, Silver Eco, donc tout ce qui est innovation technologique, donc comment intégrer cette technologie au projet, tout ce qui est innovation d'usage, donc comment simplifier l'usage pour les seniors. On s'adresse à un public qui est parfois en manque d'autonomie, qui a parfois plus de difficultés à comprendre la technologie, donc vraiment comprendre ce qu'on peut faire comme innovation à ce titre-là. Maintenant, ça concerne les seniors, vu la Silver Eco, mais on est bien d'accord que les seniors sont entourés ou bien de professionnels de la santé, ou bien d'aidants, d'enfants, donc on essaie d'attribuer ces innovations à toutes les personnes autour du senior, mais également pour le senior. Tout ce qui est innovation d'organisation, donc ce soit un nouveau canal de distribution, une nouvelle organisation au sein de l'entreprise, ou alors encore une innovation de service. Et donc notre enjeu, c'est vraiment de trouver des entreprises qui sont déjà actives dans d'autres domaines, mais d'adapter en fait leurs solutions aux seniors. Alors par rapport aux méthodologies, on a une approche assez classique par rapport à ce qui a été développé avant moi. Donc, tout ce qui est analyse et évaluation des besoins, donc en termes de moyens, de ressources, la cible, le marché, on définit des objectifs afin de prioriser et de voir sur quoi on se focus en fait en premier lieu. Et puis alors, on va utiliser toutes les techniques d'intelligence collective avec de la co-création, du travail collaboratif, des focus group, donc ça rejoint un petit peu l'optique Living Lab avec justement rassembler des personnes, des usagers potentiels de la solution et construire avec eux cette solution, ou en tout cas avoir des retours constructifs qui permettent d'améliorer, de modifier,
d'affiner en fait la solution telle qu'elle est proposée. Et puis, on remettra des recommandations, des conseils par rapport au projet ou par rapport à l'entreprise sur les différentes étapes qu'elle a encore à mettre en place pour justement obtenir le produit, le service le plus adéquat possible et qui répond vraiment aux besoins du marché. Alors pour tout cela, on a un lieu d'innovation à Namur, qui est le TRAC, qui est un hub créatif. Ce lieu, en fait, est habité par, je vais mettre une petite photo pour l'ambiance, par 3 partenaires principaux. Donc, il y a le KIC, qui est en charge de tout ce qui est le Fab Lab. Donc, c'est un laboratoire numérique qui permet justement de faire du prototypage et donc qui est très utile quand on accompagne des projets dans le développement de solutions, de produits, c'est de pouvoir à un moment donné prototyper justement cette solution. Il est également habité par l'Université de Namur, donc on a accès à des chercheurs, à de l'académique en fait, qui va pouvoir nous orienter aussi sur des nouvelles solutions et des nouvelles thématiques, et surtout de comment on peut mettre en place, comment communiquer envers le public, etc. Donc, avoir des ressources quand même beaucoup plus académiques de ce qu'on l'on souhaite. Et alors le BEP, qui accompagne donc des porteurs de projets et des entreprises sur la thématique de la Silver Eco. Alors, dans ce lieu, justement, on revient avec des méthodes plus classiques et plus grand public, hein, avec des cohortes aussi, avec des focus group. Et donc, on va utiliser les différentes techniques de design thinking, de lean startup, de agile, pour pouvoir justement développer au mieux le concept ou le projet et faire en sorte que ce projet soit, que toutes les itérations conduisent à une formulation plus spécifique et technique de la solution. Alors, comme le disait Thierry, tout ça s'inscrit dans le cadre d'un futur projet sur le territoire de Namur, qui est le parc Kéris, qui prendra place à Bouges d'ici 2 ans environ, et qui est un parc justement thématisé santé et silver economy. Donc l'idée, c'est d'implanter sur ce parc toutes des entreprises qui sont actives dans la santé et la silver eco, afin de justement montrer, faire monter en puissance le territoire namurois sur ces thématiques. Et voilà, je vous remercie. Je ne sais pas le temps, si ça a été bon ou pas, mais voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est parfait, on est dans le timing. Avant de lancer le débat, je vous rappelle que vous avez tous la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à les remonter via le chat, de manière à ce qu'on puisse ensuite les intégrer dans le débat. Étant moi-même un expert en innovation du domaine de la santé, j'aimerais faire un commentaire par rapport à ces présentations qui s'emboîtaient parfaitement bien parce qu'elles nous ont à la fois balancé du côté des méthodes et du côté des outils qui sont mis au niveau d'un territoire, ce qui donne une illustration assez intéressante de la capacité qu'on a aujourd'hui de développer de l'innovation dans le domaine du bien vieillir. Moi, je suis un peu questionné et l'objectif d'un débat est un peu non consensuel et d'ouvrir les questions. Entre ces méthodologies que vous avez présentées, qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement intéressantes, et 2 chiffres que j'aimerais vous confronter dans un premier temps, avant d'aller plus loin dans les questions et dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde dans le domaine de la santé digitale plus large que simplement celui du bien vieillir, on constate que sur 100 applications qui sont mises en œuvre aujourd'hui, seulement 3% sont labellisées d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que donc 97% des applications en santé numérique ne le sont pas. Elles sont développées de manière totalement anarchique au regard de normes qu'on pourrait imaginer. Et je n'inclurai pas ici la discussion sur les normes CE ou FDA pour les États-Unis, mais simplement sur la labellisation de cas d'usage, comme on peut en parler. Donc c'est un premier chiffre qui est interpellant, je trouve. Un deuxième chiffre qui est interpellant, c'est quand on regarde l'ensemble des applications en santé digitale développées aujourd'hui. Pour donner un chiffre, on parle de 500 000 applications sur les différents stores qu'on peut accéder au niveau international. 95% de ces applications ne sont plus utilisées après 6 mois.
Et j'en viens à une première question que je voudrais un tout petit peu impertinente pour ouvrir le débat, c'est qu'effectivement, vous nous avez présenté une méthode que je partage et que je connais bien, que ce soit l'approche Living Lab ou CMS qui est tout à fait intéressante, enrichissante. Donc on voit bien qu'on a des méthodes, on voit qu'on a des outils, qu'on a des lieux. Karine en parlait présentait un, mais il en existe de nombreux. On voit, et vous le lisez comme moi dans la presse quotidiennement, qu'on a des investissements gigantesques en millions, en dizaines de millions d'euros. Et puis au bout du compte, on se rend compte que seulement 3% de ces applications sont labellisées et qu'après quelques mois, il n'en reste que 5%. Donc il y a un cimetière tentaculaire d'applications. Comment expliquez-vous qu'en ayant ces bases, ces outils sur lesquels nous travaillons, on n'ait pas plus de succès, que ce soit au niveau régional, national ou international? Quelle est votre lecture? On est tout au début, on doit casser des œufs pour arriver un jour à faire une omelette correcte. Comment voyez-vous le timing dans lequel on est au regard de ces résultats qu'on peut juger encore assez mitigés aujourd'hui? Je vais peut-être commencer par M. Picard pour avoir son illustration. Bien volontiers, merci beaucoup. Je me souviens, en tant que conseil général de l'économie, avoir mené il y a de ça 5 ou 6 ans une étude sur le numérique hors médical. Et on s'était aperçu qu'à l'époque déjà, le nombre d'applications sans aucun label et qui s'intéressaient à la relation sociale, aux loisirs, il y avait à l'époque un objet technique qui avait un grand succès qui s'appelait la Wii, avec lequel on faisait travailler l'équilibre des personnes âgées, etc. Toutes ces applications sans contrôle, très ludiques, très attractives. Et puis, à côté de cela, ça a peut-être un peu changé, mais pas tant que ça, des applications très sérieuses, médicales. Alors, comme c'était médical, il fallait que ça soit sérieux, il fallait que ça soit pas ludique, il fallait que ça apporte le service médical rendu. Et je pense que cette réconciliation entre l'appétit du citoyen qui se préoccupe de sa santé et l'envie qu'a le médecin de bien faire son travail dans la relation d'autorité qui est historiquement la sienne, explique largement ce problème. Donc nous avons tout un tas d'applications qui sont construites autour et pour l'utilisateur, mais sur lesquelles il n'y a pas de regard médical, et puis des applications médicales avec une difficulté fondamentale d'évaluation dans laquelle l'évaluation d'usage n'est pas incluse. Autrement dit, les méthodologies dont nous venons de parler dans la composante usage, ce ne sont pas des méthodologies qui font aujourd'hui référence, on peut le regretter, mais ce n'est pas le cas. Du coup, ce clivage entre les applications ludiques, attractives, celles dont on a envie, et les applications reconnues médicalement efficaces, ça reste encore 2 composantes. Et la deuxième, comme elle fait l'objet d'études cliniques, d'investigations, sont beaucoup plus coûteuses, et donc elles sont aussi moins nombreuses, puisque comme c'est la puissance publique qui les paye, eh bien, elle ne peut pas en payer beaucoup. Et tant qu'on n'aura pas combiné l'évaluation d'usage et l'évaluation technologique, d'avoir reconnu que l'appétit du patient, c'est aussi important que la qualité médicale du service, eh bien, je crains qu'on ne progresse pas. Mais heureusement, il y a des signaux positifs en ce sens. Voilà ma réponse. Merci. Si je vais passer la parole à Denis pour avoir son éclairage. Je travaille depuis tellement longtemps avec Robert Picard que vous allez entendre le même son de cloche. Je ne saurais que souligner aussi, j'ai essayé de dire ça de manière très politiquement correcte dans ma présentation, mais bon nombre d'outils et services sont mis aujourd'hui sur le marché, sans suivre les protocoles qu'on rencontre dans les Living Labs ou le suivi de maturation des projets avec la méthodologie CML. Ce qui veut dire qu'en fait, vous trouvez bon nombre d'équipementiers, quels qu'ils soient, et tout à fait valeureux, je ne les critiquerai même pas, ils investissent de leur temps et même beaucoup d'argent pour développer des services. Et puis après, ils viennent vous demander, mais comment on peut optimiser l'acceptabilité de nos produits par les utilisateurs? Généralement, quand j'entends ce mot, comment on peut optimiser l'acceptabilité, j'entends juste le gros mot que je vous ai présenté au début, ça s'appelle du techno-push. Les techniciens fabriquent des équipements et les refourguent, de préférence à prix d'or, excusez-moi, mais business is business, à des utilisateurs qui sont censés les payer. Et puis après, en plus, certains ont eu
toupet historiquement d'aller voir M. Robert Picard, haut fonctionnaire de Bercy, en train de venir lui demander comment, en plus, il fallait que la force publique française les finance. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé le business model. Mais sur le principe, c'était des situations qui, à une époque, dans le bureau de Robert Picard, étaient, pas journalières, mais mensuelles au moins. Du coup, j'allais dire, c'est comme ça qu'on a fini par créer les Living Labs en disant, si déjà ils partent dans une démarche qui est plutôt positive, d'investir de leur temps ici et ça, et que dans toute bonne foi, ils se trompent à ce point-là, aidons-les à remplir le cahier des charges jusqu'au bout et d'aller en direction des attentes des utilisateurs. Parce que bien entendu, si vous produisez le produit qu'attend l'utilisateur, en tant que client, il va l'acheter très vite. Maintenant, on vit, encore une fois, je vais prendre des exemples forts pour vous faire comprendre que le monde n'est pas si joli que ça. Dans le monde de l'accessibilité, il y a une loi en France qui date de 2005 qui rend tous les lieux publics obligatoirement accessibles et tous les sites web accessibles pour des populations qui pourraient ne pas avoir les yeux idéalement au mieux de leur forme. Mais regardez seulement, quand on se balade dans les lieux publics en question, le pourcentage de ceux qui sont réellement accessibles, il est très très faible. Je parlerai que de la France, comme ça m'évitera d'égratigner les autres pays limitrophes. Et regardez les sites web, il existe des labels d'accessibilité, mais ils ne sont jamais utilisés par personne. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où en fait, on déplore que les utilisateurs soient en attente de dispositifs, que des gens proposent des dispositifs et qu'il y ait extrêmement peu d'adéquation entre les deux. Et voilà, il y a beau avoir en France, et je salue quand même, je parle de la France, mais le WELL, qui a oublié d'être en France, fait partie des Living Labs bien référencés, y compris dans le Forum national des Living Labs Santé Autonomie. Mais il doit y avoir 35 Living Labs en France affiliés au Forum. Au niveau européen, je sais que le Forum est le plus gros réseau national de Living Labs, donc on doit en trouver quelques centaines. Combien de produits sont mis sur le marché tous les matins pour une population, soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de l'autonomie? Et donc, on sent bien que tous les Living Labs devraient crouler sous les demandes, ce qui n'est pas le cas. Et comme il n'y a aucune obligation de respecter des protocoles, alors du coup, on ne peut pas incriminer quelque industriel que ce soit de ne pas avoir eu le bon sens de faire ces tests d'usage, de co-conception et de validation d'usage dans leur processus. Maintenant, le résultat est celui que vous avez signalé, M. Vermeuren, c'est que finalement, ils ne rencontrent pas le succès ni qui était attendu par les concepteurs, ni qui était attendu par les financeurs, et pourtant, il y a des millions qui sont engouffrés dans ces projets-là, effectivement. Merci. Coralie, ton éclairage? Mon éclairage. Moi, je dirais que dans la pratique, en tout cas dans l'opérationnel, on a encore très souvent des personnes qui viennent avec la bonne idée. Je ne sais plus lequel des deux a dit qu'on validait ça auprès des grands-parents et ça devenait la généralité, quoi. Et c'est vrai que ce rapport avec le Living Lab, on doit faire beaucoup d'explications, de formations par rapport à l'utilité d'un Living Lab pour justement valider toutes ces hypothèses, quoi. Je pense qu'il y a aussi par rapport au projet que je peux entrevoir, etc., c'est la volonté d'être le prochain Facebook ou cette prochaine réussite magique, quoi. Et on en oublie en fait le principal, donc toutes les bases de ces méthodes où on dit c'est le besoin utilisateur, c'est centré utilisateur, etc. C'est biaisé en fait parce que les personnes arrivent avec leur idée, pensent que c'est celle-là la meilleure, que quoi qu'il arrive, il y aura un marché, et donc on continue à travailler à l'envers alors qu'il y a des solutions qui existent pour, entre guillemets, travailler dans le bon sens, quoi. Et ça, je pense que c'est encore beaucoup de formation à donner auprès des gens, auprès des étudiants, auprès de la plus jeune génération, entre guillemets, auprès des entrepreneurs de manière générale. Je dirais que ça, c'est mon avis, quoi. Merci. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin et Denis disait entre les lignes que nous avons un cadre juridique qui est impactant.
j'aimerais rephraser en me posant la question tout haut. Aujourd'hui, nous avons effectivement, que ce soit avec le RGPD, que ce soit avec différents règlements autour de la sécurité des dispositifs, sans nécessairement aller jusqu'au marquage CE pour l'Europe, un cadre légal avec un impact juridique extrêmement important, voire dans certains cas pénalisant. À côté de ça, on a la possibilité de développer des produits de type bien-être qui sortent du champ générique de la santé, mais qui l'impactent vraiment, à la fois en termes d'échange de données, mais aussi en termes de produits. Et là, le champ réglementaire, soudainement, est beaucoup plus évanescent. Est-ce que vous voyez, vous, et je vais poser peut-être la question pour commencer à M. Picard, est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, le système réglementaire qui est d'application en Europe comme un avantage de qualité et comme quelque part un garant de sortir des produits certainement proches d'un besoin ou en tout cas bien régulés d'un niveau étatique, alors que dans d'autres pays, au contraire, on sort des produits, on les teste sur des populations et on n'a pas nécessairement une réflexion juridique ou éthique a priori. Comment vous nous ciblez, nous, Européens, si on regarde par rapport au volume international qui nous provient de l'étranger, en grande partie du côté hardware de Chine et en grande partie du côté logiciel d'Amérique du Nord. Quelle est votre analyse par rapport à ce positionnement? Je vais commencer par M. Picard qui a une vue peut-être un peu plus étatique, dirons-nous, entre guillemets. Oui, alors, c'est une question pour laquelle il y a des postures politiques que je rappelle. Ce que vous avez dit, c'est effectivement ce que les institutionnels mettent en avant. Ils disent nous sommes dans une culture européenne dans laquelle l'intérêt des personnes, le fait de ne pas prendre de risques, de ne pas surtout leur faire courir de risques, est une valeur essentielle. Il y a dans la réglementation européenne un point de référence qui s'appelle les exigences essentielles, dans lequel l'intégrité de la personne, sa sécurité, la protection de sa vie privée sont des éléments qui sont beaucoup plus valorisés et revendiqués qu'ailleurs. Et ça, écoutez, c'est effectivement tout à fait intéressant. C'est un motif de fierté. Maintenant, que la mesure de l'impact économique, des pertes de chance qu'une application excessive, trop juridique de ces choses-là, dans lequel les exigences essentielles sont oubliées au profit plutôt d'un respect strict, légal des choses, c'est peut-être l'autre face de la médaille. Et puis, je dirais, c'est pas parce qu'un produit est sûr qu'il m'apporte quelque chose à moi en tant que citoyen. Et si cette question de sécurité, qui est très louable et qu'il n'est pas question de remettre en cause, s'applique au détriment de la viabilité économique des offreurs et de l'envie qu'ont les personnes d'utiliser le produit, eh bien, on finit par produire beaucoup de produits très chers, très sûrs, mais trop chers et dont les gens ne veulent pas, et on laisse la place à un marché libre qui se dépend, qui se produit justement, qui existe quand même, puisque c'est un marché non contrôlé, avec des producteurs venus d'ailleurs, et on laisse finalement le citoyen acquérir ce genre de choses en substituant. Pourquoi? Toujours pareil, à cause de cette dichotomie. Il faudrait que ce soit très sécure, à forte valeur ajoutée en matière médicale, ou que ce soit pas très cher et attractif. Il faudrait sortir de cette contradiction. Il doit y avoir moyen de faire des produits à la fois sûrs et attractifs. Et la réglementation juste simplement dans sa mise au point, dans son adaptation, devrait intégrer l'impact économique de la réglementation sur les acteurs économiques, sur les entreprises. Et on a le sentiment que la réflexion réglementaire, elle est un peu hors sol, elle est un peu dans un monde où rien ne coûterait rien, alors que la réglementation a des impacts économiques majeurs sur tous les pays d'Europe. La nouvelle réglementation des dispositifs médicaux va mettre à la rue un certain nombre d'entrepreneurs qui ne pourront pas se payer les juristes
pour mettre tout ça au point. Donc je pense qu'il y a une espèce de voilà, de manque de pragmatisme hein, dans ce développement réglementaire. Alors c'est un avis personnel hein, que je déplore un peu. Hein. Merci. Je vais me permettre d'amener le débat un petit peu plus loin en me tournant vers Denis. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de reposer la question du juridique, mais par contre, pas mal de questions me sont remontées quant à la nature du besoin. On sent bien que l'approche Living Lab, on sent bien qu'on se centre sur l'utilisateur, sur le besoin réel et pas le besoin supposé, ce qui est un élément extrêmement fort. Mais à contrario, dans les questions qui nous remontent, se pose plusieurs fois la question de savoir quelle est la représentativité de ce besoin au moment où il est individualisé. En clair, le besoin de monsieur X correspond-il au besoin de monsieur X ou à une population, que ce soit en matière de santé publique ou plus largement en matière sociale. Donc, Denis, j'aimerais que tu réagisses un peu par rapport à définir le besoin, c'est bien, mais à partir de quel moment est-on sûr que ce besoin est représentatif d'un point de vue industriel et donc est capable de rentrer dans un cycle industriel de développement? Alors, ça c'est une réponse qui est plutôt facile, j'allais dire. En fait, quand on identifie une population cible, d'un point de vue marketing, on va appeler ça les clients cibles. D'un point de vue très sociétaux, on va parler des citoyens. On va faire ce processus de co-conception avec les utilisateurs et on va réunir un panel représentatif de la population cible. C'est-à-dire, à contrario, on ne va pas voir la grand-mère qu'on connaît bien et généraliser. On constitue des cohortes. Elles doivent être équilibrées, totalement représentatives de la population cible. Et à ce moment-là, on vient recueillir les expressions de besoins, de demandes et d'attentes de la population cible. Et effectivement, si on regarde juste, alors je vais segmenter entre santé, qui pourrait donner de la télésanté, et de l'autonomie, mais rien que sur l'autonomie, un citoyen de 65 ans qui commence à valider le critère d'âge pour parler de perte d'autonomie n'a pas les mêmes besoins qu'une personne de 80 ans, voire de 100 ans. Donc, bien entendu, il faut faire très attention dans la constitution des cohortes et des panels représentatifs des populations. Et donc, à ce moment-là, on sait non seulement faire j'ose pas dire du généraliste, mais on va prendre en compte toute la plage de la catégorie d'âge, socio-professionnel, on équilibre le panel sur tous les critères possibles. Et ils sont nombreux, c'est ce qui fait que c'est assez long et fastidieux, voire coûteux éventuellement. Et après, effectivement, comme on a fait tout ce travail de recueil d'informations, on a aussi cette information de qui a prononcé quoi, et on sait segmenter ces différentes tranches pour constituer des sous-ensembles de cette cohorte. Donc, quand on fait le travail sérieusement et scientifiquement de manière rigoureuse, on sait répondre, ça n'a aucun souci. Et du coup, alors le transfert vers l'industriel, il est très facile. Il est très facile, pourquoi? Je vais vous donner encore 2 exemples pour le toucher du doigt. Si on t'intéresse au handicap lourd, alors à ce moment-là, les formes de handicap lourd touchent des segments de population tout petits, qui, sur le plan marketing, n'arrivent pas à intéresser des industriels. Mais quand on parle de la santé du citoyen, pour de la télésanté, on parle de l'intégralité de la population parce qu'on est tous des malades en puissance. Et quand on touche à la population en perte d'autonomie, en France comme en Europe, on touche quasiment 30% de la population nationale et européenne. Ce qui veut dire que là, on a des domaines d'application d'un point de vue très marketing qui sont suffisamment grands que pour intégrer les industriels. Et donc, tous les processus industriels sont capables de s'orienter là-dessus. Merci. Je me tourne vers Coralie et je vais lui poser la question, mais un peu différemment. Il ne s'agit pas ici de produits, puisque votre activité au niveau du BEP est tournée vers les entreprises, mais je me posais la question dans cette méthodologie qui fait passer quelque part la problématique de l'innovation vers l'usage. Comment vous filtrez ces candidats sur lesquels vous allez poser de l'accompagnement, poser du financement, poser de l'aide? Comment vous fonctionnez pour arriver à tirer le grain de livret de votre côté? Alors, c'est sans doute la partie la plus compliquée, clairement. On part aussi beaucoup sur en fait le caractère, ou en tout cas le comportement du porteur de projet ou de l'entrepreneur.
Ça, on se rend compte que c'est de plus en plus important, en fait, la manière dont la personne réagit, comment il a monté son idée, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il est capable d'entreprendre, etc. Parce que on s'est rendu compte que enfin, voilà, tout le monde peut avoir une bonne idée. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus techniques qu'entrepreneurs, par exemple, et donc qui n'ont pas toujours le mindset finalement disposé à monter une entreprise, quoi, en tant que telle. Donc, c'est vrai que la composition de la personne est quand même assez importante. Alors après, on n'est pas là à faire passer des tests psychologiques ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais voilà, on essaye d'alimenter, enfin, de définir en tout cas du potentiel par rapport à la personne. Après, il y a quand même un grand rapport humain aussi hein, dans tous ces développements-là. Donc, c'est la connexion qu'on peut avoir avec la personne, voir le projet aussi, ses dispositions en fait à vouloir l'améliorer, le modifier. Quand on se retrouve face à quelqu'un qui est complètement convaincu de sa solution et qui n'entend pas parfois nos recommandations ou ce qu'on peut envisager de conseiller ou quoi que ce soit, voilà, ça peut paraître, enfin, on va jamais dire non, on ne vous accompagne pas, mais par contre, ce sera toujours, allez, ce sera réciproque de toute façon. Hein. Si finalement le projet ne se sent pas en confiance avec nous, il ne souhaitera pas continuer non plus l'accompagnement, quoi. Mais par contre, c'est certain qu'il y a des projets qu'on a accompagnés dans lesquels on a cru et qui finalement n'ont rien donné au final. Donc ça arrive aussi et je pense que ça revient dans les statistiques que vous avez données au début du débat. Hein, tous les projets ne deviendront pas des pépites. Hein, de toute façon, ça, je pense que il faut le savoir de base. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des projets quand même qui puissent évoluer, ou en tout cas, après, on organise aussi parfois des cohortes avec différents projets sur des mêmes thématiques. Et donc, c'est parfois voir aussi finalement des partenariats ou des associations d'idées ou de projets qui pourraient peut-être mieux performer ensemble que séparés, quoi. Donc, voilà. Très bien, merci. D'autres questions nous mènent un peu plus loin et retournent dans l'essence même du secteur de la santé ou plus largement des sciences humaines, en posant la question de la capacité d'évolution de ce secteur. L'une des choses qui est assez claire, c'est que d'un point de vue organisationnel, on se retrouve face à un secteur qui évolue lentement, et ce sera ma dernière question à Denis avant qu'il nous quitte. Dans ce secteur qui évolue lentement, on sait que le stéthoscope a mis un siècle pour devenir l'outil de référence des médecins. Comment vous voyez la courbe d'évolution de ce secteur? Est-ce qu'on va avoir à un moment ou à un autre une accélération des usages et une appropriation plus importante que ce qu'on a aujourd'hui? Denis, ce sera ma dernière question en ce qui vous concerne. Thierry, merci. Alors oui, un premier élément de réponse. D'abord, les Living Labs ont un gros ancrage territorial. Ils sont très présents dans tous les territoires et accompagnent chacun dans leur territoire un certain nombre de projets. On n'est pas là juste pour faire de la co-conception et de la validation. Pour ma part, j'accompagne énormément d'entreprises, de startups qui se montent, on les aide à maturer leurs projets. C'est pour ça que Robert Picard présentait la méthodologie CML, qui est un excellent outil pour évaluer la maturité de ces projets-là et les aider à maturer. Donc, on est tout à fait capable, tous ces Living Labs-là constituent quand même une belle armée pour accompagner des projets, pas seulement pour j'allais dire, faire une validation, co-conception, validation très scientifique, quand bien même elle serait très poussée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, je continue à penser qu'il faut partir de l'utilisateur. Maintenant, si vous êtes assez riche, j'insiste sur ce mot-là, en tant qu'entrepreneur, pour inonder le marché avec des produits pas trop chers, vous finirez quand même par imposer un peu contre nature, un peu contre les usages attendus, un certain nombre de dispositifs. Et Thierry, tu évoquais, je me permets de tutoiement, des produits chinois et des produits américains qui arrivent quand même de droite et de gauche,
qui ne seront pas tous vertueux, mais qui vont finir par s'imposer parce qu'ils fournissent un service qui répond à certains besoins, même s'ils en bousculent énormément d'autres. Et donc, moi, je pousse avec toute l'énergie qu'on peut déployer à mon niveau dans Innov-Autonomie, dans Prométhée, qui sont les 2 Living Labs qu'on a dans le Grand Est, qui sont à votre disposition, avec toute l'énergie du forum français des Living Labs Santé Autonomie. On est impliqué également dans le réseau ENOL, European Network of Living Labs, pour essayer d'accompagner tous les projets qu'on peut accompagner, qui vont donner la possibilité d'avoir une maîtrise de la chaîne de bout en bout avec des interlocuteurs qu'on peut rencontrer au quotidien, de les aider, de leur permettre d'être sur le chemin vertueux pour mettre le sourire aux utilisateurs, qu'il n'y ait pas ce problème de leur imposer des choses qu'ils ne voulaient pas ou des risques auxquels ils n'étaient pas exposés. Mais tout ça, c'est tout bénéfice. Et sinon, c'est des pressions étrangères qui vont finir par arriver. Des gens comme, alors je ne vais pas citer, mais il y a des gens qui vous vendent des montres qui vous donnent votre rythme cardiaque, vos risques cardiaques, tout ça au poignet. Il y a des smartphones qui vous apportent un certain nombre de services que vous pouvez même pas déconnecter l'application santé qui est connectée dessus. Et donc, tout ça, ça arrivera et il y a une vague qui va s'imposer à nous dans tous les cas. Donc, je pense que plus on arrive à faire un travail vertueux et plus on aura de satisfaction dans les projets qu'on accompagnera. J'espère qu'on en accompagnera beaucoup, mais je crois réellement dans une démarche partenariale où autour de la table, je connais de loin pas tout le monde, mais tous les Living Labs sont à votre disposition. Je pense à des départements, à des institutions, des collectivités territoriales. À chaque fois que vous allez porter un appui financier pour le déploiement d'un certain nombre de dispositifs, on sera à vos côtés si vous nous le demandez. On a des excellentes relations avec le département de Meurthe-et-Moselle, par exemple, qui de temps en temps, quand ils voient arriver une start-up qui croit vraiment en son produit et en toute bonne foi vient leur présenter le produit miracle, eh bien, ils finissent par nous inviter autour de la table pour écouter, pour poser quelques petites questions un peu clés qui permettent d'ouvrir les yeux sur des aspects qui sont moins magiques que ce qui sont présentés. Voire de souligner quelquefois, c'est assez rare, mais les gros mensonges qui sont annoncés de fonctionnalités qui sont juste impossibles et qu'on validera pas parce qu'on ne pourra que constater qu'ils reposaient sur rien du tout. Et tout ça, ça fait partie des services que les Living Labs peuvent proposer et qui restent très vertueux, dans des schémas très vertueux qu'il faut pas oublier d'utiliser. Merci. Voilà, et je vais m'excuser pour être obligé de vous laisser, mais mon collègue Julien Lambert reste avec vous et saura très très bien, aussi bien que moi, répondre à vos questions. Parfait. Je pense qu'on a encore une ou deux questions et on va essayer de rester plus ou moins dans le timing. En tout cas, merci à tous en tous les cas. Collaboration. Nous allons passer vers un élément complémentaire qui est remonté par le chat et qui concerne ces aspects réglementaires. Et je vais me tourner vers Monsieur Picard, je pense, qui est peut-être la personne qui est visée par cette question. Comment voyez-vous aujourd'hui la communication et son organisation autour de ces différents éléments certification de l'innovation? Il est clair que à part le marquage CE qui est relativement connu puisque souvent étiqueté sur les produits, on a assez peu de visibilité sur ces différents cadres et même le niveau de compréhension des professionnels par rapport au marquage CE versus le marquage FDA américain ou FDA China est quasiment proche de zéro. Donc, comment voyez-vous cette communication de ces certifications, de ces labellisations, et comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette communication vers les différentes parties prenantes, Monsieur Picard? Alors, d'une part, je mentionnerai simplement un élément historique, c'est que l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, s'est équipée, s'est égréée de compétences importantes en matière de compréhension des réglementations. Et il y a dans ces entreprises une culture du réglementaire, une habitude des concepteurs et des développeurs à interagir avec les exigences réglementaires qui font que dans cette industrie-là, ce n'est plus une question. Dans le champ des technologies pour la santé, on a une histoire qui est beaucoup plus récente. On a pensé au départ implicitement que des technologies
contrairement à la molécule qu'on ingère, et là on devine bien qu'on est en train de prendre de risques, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un poison, de penser que d'avoir sur soi un métal faisait que éventuellement ce métal allait diffuser à l'intérieur du corps avec des effets délétères, ou de penser que la technologie devenait tellement puissante que si elle tombait en panne, hein, c'est le cas du pacemaker, s'il s'arrête, et bien évidemment, bon. Donc la notion de risque associée à la technologie est une notion qui a émergé de façon très récente. On avait jusqu'à il y a quelques années une réglementation très fruste parce que la technologie était peu répandue et parce que, par conséquent, les accidents étaient rares. Donc aujourd'hui, et de façon un peu brutale, hein, la réglementation et les exigences associées plutôt sont subitement devenues très très présentes. Et le niveau d'exigence est tel que les entreprises sont en train de s'adapter. Et encore une fois, certaines y arriveront difficilement parce que c'est un coût. Mais on a le même phénomène du côté des professionnels de santé. C'est vrai que les professionnels de santé, on leur apprend qu'est-ce que c'est. Le médecin, on lui apprend ce que c'est qu'un médicament. On lui apprend à quoi ça sert. On lui apprend la thérapie. Mais il a, je ne sais pas dans les autres pays d'Europe, mais enfin, en France, le nombre d'heures consacrées dans l'enseignement initial à la formation des professionnels sur l'utilisation des technologies, c'est rien du tout. Hein, c'est quelques heures. Donc, oui, bien sûr, il faudrait que les professionnels apprennent ce qu'il en est des réglementations, mais il faudrait déjà qu'ils apprennent en quoi ça leur sert à eux, mais éventuellement en quoi aussi ça aide leurs patients hein, de pouvoir se mesurer, en quoi ça modifie le rapport du soignant et du soigné, et puis alors après, avec, donc qu'on leur apprenne la valeur des technologies, et à ce moment-là, ils auront envie d'en savoir plus sur la dimension réglementaire. Donc je pense qu'il y a un élément de réponse qui est ces choses-là sont extrêmement récentes, et un point important donc est d'introduire dans la formation des professionnels de santé de toute nature non seulement la réglementation, mais également la valeur d'usage de ces technologies. Et en France, il y a un grand appel à manifestation d'intérêt, enfin, qui va se traduire par des financements conséquents sur la formation au numérique de l'ensemble des professions, dans lequel la réglementation a une part, mais dans lequel, de façon plus large, on s'intéresse à former les médecins aux technologies, les autres professionnels, les paramédicaux qui sont d'au moins aussi gros utilisateurs que les médecins, bien sûr, de technologie, mais également dans ce plan, on prévoit la formation de juristes aux questions juridiques de santé et également la formation des ingénieurs à la particularité de la santé, parce qu'évidemment, appliquer les réglementations dans la santé, ça veut dire combiner des compétences d'ingénierie et des compétences juridiques. Voilà, ce n'est pas une réponse en tant que telle, mais c'est des éléments d'éclairage tels que je souhaitais les partager. Ce que vous dites est essentiel et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un débat uniquement tourné sur la problématique des compétences et de l'humain au centre d'utilisation de ces outils technologiques. Je vais me retourner vers Coralie et ce sera probablement la dernière question parce que je vois que nous avons dépassé le temps imparti. Ce facteur humain, Coralie, dans les entreprises que vous rencontrez, que vous évaluez, est-ce que vous jugez qu'il est en maturation, qu'il est en croissance à la fois du côté des technologues et des responsables de l'innovation dans leur compréhension des besoins médicaux et à contrario, du côté des professionnels de santé dans leur capacité de comprendre les méthodologies, les outils, les technologies d'aujourd'hui? Comment voyez-vous de votre côté entreprise cette problématique? Je dirais qu'on reste quand même fort axé sur son métier. Et donc, finalement, le technicien est très technicien, le personnel soignant est très personnel soignant. Et donc, il faut une appréhension des nouveaux mondes, en fait, hein, chez chacun, avant de comprendre. Et du coup, un changement de mentalité aussi, quoi. Donc, le technicien, OK, ta solution, elle est super.
on comprend bien toute la technologie et toutes les compétences qui sont mises derrière, etc. Maintenant, voilà, comment est-ce qu'on va rendre ça compréhensible à l'autre monde qui est parfois le personnel soignant, qui est le citoyen, qui est tout le monde, quoi. Donc ça, je dirais que ça reste quand même toujours un travail assez important. Et ce qui est peut-être un peu moins flagrant dans l'autre sens, quoi. Voilà, le personnel soignant qui aurait besoin d'une solution, j'ai l'impression que le technicien comprend parfois mieux, enfin, arrive à mettre plus en avant justement le côté technique et donc à analyser le besoin et à le transformer, quoi. Mais je dirais que de la technique vers l'utilisateur final, en fait, c'est parfois plus compliqué, quoi. Donc voilà, ça reste de toute façon, derrière toutes ces innovations, il y a de l'humain, hein, de toute façon, hein, et donc il faut encore capitaliser sur tout cela, sur les échanges, sur les partages, sur toutes les discussions, les débats qui peuvent alimenter, en fait, hein, et ce n'est que par ça, en fait, que la compréhension sera beaucoup plus facile, quoi. Donc voilà. Si je peux ajouter quelque chose, Ouais. j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, et ça a peut-être échappé dans la présentation, mais un des enjeux majeurs de la méthodologie CML, c'est le langage commun. C'est qu'on ne se trompe pas sur les mots, et on est dans des êtres humains qui ont à parler ensemble, et qui, effectivement, comme Corélie vient de le dire, viennent d'univers extrêmement différents. Et il faut qu'ils trouvent un langage, il faut qu'ils trouvent un espéranto de l'innovation en santé. Et voilà, la méthodologie CML tente de faire une avancée dans ce domaine-là. Parfait, je vous remercie. Et je voudrais juste ajouter en ce qui me concerne qu'il y a un élément déclencheur dans le succès technologique, au-delà des compétences qu'on doit acquérir pour pouvoir mobiliser ces technologies, c'est également la conduite du changement. C'est le fait d'intégrer dans le fonctionnement de son institution, de son processus de travail, ces nouveaux outils et de ne pas considérer que c'est une peine supplémentaire qu'un département informatique vous impose ou qu'une entreprise vous impose. Et encore aujourd'hui, très souvent dans le secteur des soins de santé notamment, on se rend compte que cette conduite du changement, cette capacité qu'on a d'accompagner les professionnels de santé ou les professionnels de bien vieillir de manière plus large est encore extrêmement fragile et trop faible. C'est vraiment un angle d'investissement qui me paraît important. Je voudrais vous remercier à la fois de ce débat, de ce partage de vos connaissances et de vos expériences, et à chacun de nos participants de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre de nouveau. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.